Bonjour à toutes et à tous, je suis Leïla, modératrice aujourd'hui de cette fabuleuse table ronde autour on va faire un état des lieux autour de l'open source et discuter chacune et chacun de nos expériences. Donc je vous propose de faire un petit tour de table pour parler de qui vous êtes, rapidement dire où vous travaillez, sur quel projet vous contribuez. On peut commencer par toi. Allez, moi c'est Christophe Chaudier, je suis membre d'un collectif de freelance que j'ai monté qui s'appelle l'Hydra. J'anime un podcast et une chaîne YouTube qui s'appelle Les Compagnons du DevOps et tout notre contenu est libre. C'est aussi pour ça que je suis là. Et accessoirement, je monte un SaaS autour d'un logiciel libre. Alors moi c'est Zineb. Du coup je suis contributrice reconnue et membre du PMC d'Apache Camel. Je travaille depuis 15 ans, mais ça fait à peu près 3 ans que je suis dans l'open source depuis que j'ai rejoint Red Hat pour travailler sur le projet open source Apache Camel. Donc voilà, avant ça j'étais plutôt utilisatrice de solutions open source et maintenant je suis contributrice et core contributeur dans un projet open source. Bonjour, moi c'est Rémi Vercher, je suis consultant chez Accenture. Je tourne autour de tout ce qui est Cloud Native Infrastructure, donc on parle de Kubernetes aujourd'hui. Et ça fait 20 ans que je baigne dans le monde open source, mais côté vraiment utilisateur et je vais dire petit contributeur dans le sens où j'utilise ces solutions-là depuis très longtemps. Je fais un peu de prosélytisme autour de ces solutions-là et j'essaie de contribuer tant que je peux sur ces solutions-là. On verra plus tard un peu comment on peut le faire. Ok. Justement, je rebondis sur cette notion de contribution. Il y a beaucoup de développeuses et de développeurs qui s'imaginent que contribuer à un projet open source, c'est forcément envoyer une pull request sur un projet hyper utilisé. Ça, c'est des échos que j'ai pu entendre de personnes à qui j'ai parlé de cette table ronde, honnêtement. Quelle serait pour vous votre définition de contribution? Pour vous, comment c'est assez large au final. Quand je vois Rémi et Christophe, vos projets, est-ce que vous pouvez peut-être définir le spectre en fait, de contribution au-delà d'un... Je reprends. Ouais. Alors, des définitions de contribution, je n'ai pas forcément de mots, mais l'idée c'est de faire en sorte d'améliorer le produit qui existe de la meilleure, de n'importe quelle façon que ça soit. Donc c'est vrai qu'on passe directement au code, faire une pull request, mais il y a d'autres manières de faire, mettre la doc à jour, loguer des issues pour remonter le problème parce qu'il y a des problèmes que forcément on n'a pas forcément. Christophe le fait très bien, c'est parler de ces sujets-là de diverses façons, blog posts, podcasts, etc. Et moi je suis plutôt sur la partie en effet contribution sur des pull requests, pas des pull requests mais de la doc, des idées aussi, des feature requests, des choses comme ça. Je dirais en effet tout ce qui peut aider à améliorer le projet open source est bon à prendre parce que tout à l'heure tu parlais de documentation mais il y a aussi tout ce qui est interface, idées, c'est vraiment, on en manque en fait et on pense tout de suite à créer du code mais en fait créer du code c'est limité aux développeurs et développeuses mais toutes les autres personnes autour elles peuvent aider donc feature request, donc demander des nouvelles fonctionnalités et puis comme moi, j'ai mon côté parler de l'open source, puisque je parle beaucoup de GitLab, qui est un projet open source aussi. Faire connaître les projets open source, ça peut être aussi quelque chose d'envisageable, en fait. Oui. Et en tant que mainteneur, je dirais aussi qu'il y a des choses qui sont des fois difficiles pour nous. Effectivement, moi, par exemple, je suis dans un projet très Java, donc on est tous des contributeurs très Java. On connaît beaucoup notre projet. Ceci dit, un projet open source n'a de sens que si la doc elle est bien. Et souvent, la doc est sur un site web. Et je sais que récemment, quand il y a des problèmes de build de notre site web, etc., c'est très front. On ne s'y connaît pas du tout. Donc du coup, on a eu à un moment un contributeur qui a passé beaucoup de temps pour nous aider, pour automatiser, pour travailler sur le site web et c'était vraiment très bénéfique parce que c'était des choses qui
qui, pour moi, par exemple, était très difficile et les gens de mon équipe. Et du coup, d'avoir cette aide-là d'une personne qui connaît ce domaine-là et qui peut en fait nous aider à mieux améliorer notre site web pour notre documentation aussi, voilà, ça peut être un point si on va sur des projets et qu'on a beaucoup de choses sur leur site web où on a besoin d'aide. Ben, on peut se dire que peut-être on y connaît beaucoup plus que les personnes qui sont sur le projet même, ou bien parce qu'on n'a pas le temps en fait finalement de travailler et améliorer le site. Donc ça peut être aussi, voilà, c'est pour noter une des contributions qui serait voilà, pas mal sur le sujet. Ok. Et pour rebondir juste sur ton profil, puisque tu m'évoquais tout à l'heure que tu te souvenais plus trop de ta première contribution, sur quel projet spécifiquement, mais est-ce que tu te souviens peut-être des difficultés que tu avais pu rencontrer à l'époque Oui. Alors du coup, moi, j'ai commencé à travailler en 2008 et en 2009, je voulais déjà faire des contributions dans l'open source, mais en fait, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup le syndrome de l'imposteur. C'est juste qu'il y a 14 ans, c'était pas connu. Et je me rappelle en fait d'avoir fait la démarche en fait de contacter des contributeurs dans des projets qui étaient hyper sympas, qui voulaient bien accepter mes contributions. Mais j'ai eu très peur d'envoyer mon code. Donc à l'époque, c'était pas forcément GitHub, mais c'était pour moi, je ne suis pas à la hauteur de ces mainteneurs parce que effectivement, quand on voit leurs conférences, leur documentation, en fait, on voit qu'on est à des années-lumière. Après, ce sont des gens qui sont sur les projets, qui les connaissent très bien. Donc aujourd'hui, je suis de l'autre partie de l'iceberg, donc je vois un petit peu les différences de comment je pensais avant et maintenant. Et donc du coup, plusieurs années plus tard, quand j'ai su qu'en fait, c'était vers ça que je voulais me diriger, vers de l'open source, je me suis dit, il faut commencer à contribuer par l'open source. Je travaillais sur le syndrome de l'imposteur, mais j'avais encore très peur. Du coup, j'ai regardé sur Meetup. Donc sur le site Meetup, il y a des Meetup où en fait on peut contribuer avec d'autres personnes. Donc il y a par exemple un Carden qui existe toujours, sur lequel il y a des mainteneurs qui viennent avec leurs projets donc pour en fait aider les gens à faire leur première contribution. Et c'est très intéressant. Moi, j'avais rejoint un petit Meetup qui s'était créé à un moment pour essayer de contribuer ensemble à d'autres projets. Et là, c'était assez intéressant parce qu'on s'est posé plein de questions. Par exemple, moi, au début, je voulais contribuer. Quand je pensais à contribuer, c'était forcément contribuer à des gros projets. Et là, on s'était posé pour dire qu'il fallait trouver une petite librairie plutôt plus simple en fait à aborder. On a regardé ensemble comment on va lire les manuels de contribution. Donc contribuer aux projets sur lesquels on a dit on a besoin de contributeurs, où on a mis en fait un manuel pour comment contribuer, où on donne des issues comme Good First Issue. Et ça a été assez bien parce que j'ai appris comment contribuer, donc le principe de forker les projets, etc. Donc je trouve que c'est assez sympa d'être accompagné sur ça, mais aussi de se dire qu'il faut demander si on doit contribuer. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis mainteneur, il y a des issues sur lesquelles on ne va pas attendre des contributions, on va travailler dessus. Et il y a des contributions où, en fait, on va dire, ouais, on veut bien de l'aide. Donc, voilà, allez-y, on veut bien qu'on nous aide sur ces issues-là. Et après, il y avait cette petite bulle de confiance de je ne contribue pas toute seule. Donc, on est nombreux, donc on s'assure du code, etc. avant de l'envoyer la première fois. Et pour une première contribution, c'était un premier pas. Maintenant, ce n'est pas visible sur mon GitHub parce qu'on l'a finalement fait avec le compte d'une des personnes, mais on l'a fait ensemble. La deuxième chose, c'était sur Twitter. J'ai vu une fois une personne qui dit « je veux bien mentorer quelqu'un pour des premières contributions ». J'ai contacté la personne, j'ai été mentorée pour faire ma première contribution sur un projet. Voilà, et après, en fait, très rapidement après, j'ai eu mon poste chez Red Hat
où en fait j'ai osé envoyer ma candidature alors que je ne suis pas une contributrice open source. Finalement, j'ai beaucoup de choses à apporter à l'équipe qui n'ont pas. Voilà, j'ai quand même mon expérience personnelle et j'ai commencé en fait à contribuer au projet avant même que j'arrive dans l'équipe. Voilà, en suivant tout ce que j'ai appris par mes mentors et par le meet-up d'avant. Donc, ça veut dire que je suis allée, j'ai lu... donc c'est un projet de l'Apache Source Foundation. Donc les fondations, elles ont tout le truc bien rodé. Dès que le projet il arrive, tout est fait pour savoir comment on contribue, etc. Il y a les règles, après on envoie. S'il y a des soucis, on va nous dire. Il y avait aussi les Good First Issues dans les issues, vu que ça appartient déjà à l'Apache Source Foundation, tout est déjà bien carré. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite histoire. Aujourd'hui c'est mon travail, donc voilà, je suis habituée en fait à envoyer voilà, mon code et de ne pas me sentir en fait si j'ai des reviews. Ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas à propos de moi et de ma valeur, mais c'est à propos du code. Donc en fait, par rapport à mon syndrome de l'imposteur, je pourrais dire si on a le syndrome de l'imposteur comme moi, allez-y, contribuez dans l'open source parce qu'on se dissocie vite de nous-mêmes et on sait que c'est par rapport au code et que ça ne nous représente pas nous. Donc en fait, à force de contribuer, on se dissocie de ce problème-là en fait. Ouais. Ok. Et ça me fait penser, parce que là du coup tu es rémunéré pour travailler sur un projet open source. Tout le monde n'a pas forcément du temps à dégager. Et il me semble que c'est toi Rémi qui avait fait un talk sur le sujet de comment... Ouais, du coup moi de ma carrière, j'ai jamais bossé dans une boîte qui faisait de l'open source. Ouais. Par contre, j'ai essayé à chaque étape de ma vie professionnelle de contribuer parce que, en général, on fait souvent l'association open source gratuit. Bon, non. J'ai essayé de trouver une manière de contribuer, financièrement, pas financièrement, mais voilà, de redonner un peu à la communauté tout ce qu'elle apporte au niveau soft. Et c'est passé par du packaging d'applications, par des remontées de bugs. J'ai eu à un moment donné, j'étais manager et j'avais droit à un portefeuille. J'ai supporté des applications open source en fait en payant du support, même si je n'avais pas forcément besoin, mais bon, c'est une manière de contribuer comme une autre, mine de rien. Et voilà, donc j'ai fait une conf un peu sur ça, comment, même si ma boîte ne fait pas d'open source, comment moi je peux contribuer. Je suis beaucoup utilisateur, comme je suis dans l'infra, sur tout ce qui est solutions d'observabilité, enfin le mot à la mode aujourd'hui, des solutions de monitoring, de gestion de log, etc. Donc là on voit qu'on parle de Grafana, de Prometheus, tous ces outils-là, d'automatisation avec Ansible. C'est des outils que j'utilise au quotidien. Et à un moment donné, des fois il y a des bugs, des fois il y a des trucs que je ne comprends pas. Et l'avantage de l'open source, c'est qu'on va sur GitHub, on voit pourquoi ça marche. En grattant un peu, on peut voir pourquoi ça ne marche pas et soumettre des idées, dire tiens, j'ai fait ce truc-là, là ça ne va pas, ça ne marche pas, voici mon setup, etc. Donc c'est un peu comme ça, moi j'essaye de contribuer sur ces sujets-là. Je reviens aussi sur la partie pull request, etc. J'ai vu une grosse différence aussi avec l'arrivée de GitHub et GitLab, toute cette solution-là, où ça va énormément faciliter justement la contribution. Aujourd'hui, voilà, tu veux créer une issue, tu cliques sur un bouton, tu forques le projet, tu fais une PR, c'est assez simple. Avant GitHub, c'était un peu plus compliqué. Et donc c'est un gros accélérateur, je trouve, de tout ce qui est contribution à l'open source. Et donc sur la partie GitLab, je pense que tu en parleras encore mieux que moi sur ces sujets. Tu veux peut-être rebondir sur la partie GitLab Ça marche pratiquement comme GitHub, la partie GitLab. Après, moi j'ai un point de vue où je trouve que GitLab nous permet d'avoir plus de productivité, nous permet aussi plus de choses parce que c'est un outil plus complet. Là où GitHub se focalise vraiment sur la partie réseau social de développeurs-développeuses, GitLab c'est plus un outil professionnel pour moi. Donc, je t'avoue que j'ai jamais utilisé GitLab. Quelles sont du coup les différences peut-être qui font que pour toi c'est plus professionnel que... Alors déjà historiquement il y avait une intégration continue, là où GitHub il n'y en avait pas. Et donc là où à l'époque on prenait GitHub plus CircleCI par exemple, et dans GitLab on avait tout intégré. Il y a aussi les boards GitLab qui nous permettent d'avoir des Kanban assez facilement. Alors maintenant c'est dans GitHub, mais GitLab est un produit tellement immense qu'en fait il y a des tonnes de fonctionnalités
personne ne connaît en fait. Donc il y a beaucoup de choses, Nous, on gère nos projets, parce qu'on a aussi des projets libres, on gère nos projets intégralement sur GitLab. D'accord. La gestion des tickets, la gestion du planning, les versions, etc., les releases, tout est dans GitLab. Et tout à l'heure, tu parlais de diffusion autour de justement de l'open source, comment contribuer. Quels sont les moyens que tu utilises, toi, j'imagine, à travers ta chaîne YouTube et ton podcast, mais en dehors de ça, est-ce que tu as des bonnes pratiques à conseiller à des maintaineurs qui voudraient diffuser, parler un peu de leur projet Alors, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'audiovisuel dans les communautés libres, parce que on le voit ici, en fait, il y a plein de stands. Donc, pour connaître en fait un projet, il faut savoir qu'il existe. Donc, pour savoir qu'il existe, soit on vient dans des événements comme ça, soit on traîne en effet sur YouTube, sur les podcasts, sur LinkedIn, sur Twitter. Et du coup, moi, les conseils que j'aurais à donner, c'est faire du contenu autour de notre produit, autour de notre outil, et diffuser aussi des bonnes pratiques, parce que quand on édite un produit open source, alors si on prend l'exemple de GitLab ou de Ansible tout à l'heure, quand on édite ce produit-là, on peut faire tout un tas de vidéos à disposition du public, ou passer par le média podcast aussi. Donc ça, c'est quelque chose. Et moi, ce que j'utilise, c'est LinkedIn et Twitter en plus. Ok. Est-ce qu'il y a un réseau qui est plus efficace qu'un autre ou tu ne l'as pas spécialement ressenti? Non, je ne l'ai pas spécialement ressenti. Ça dépend des audiences aussi, j'imagine. Ouais. C'est assez différent en fait. En fait, il y a beaucoup de personnes, par exemple, dans mon milieu, que je vais trouver beaucoup sur Twitter, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont plus sur LinkedIn. Donc, en fait, quand j'essaye de relayer une information, j'essaye d'utiliser Twitter, LinkedIn. Pour l'instant, un petit peu Mastodon, mais on va voir si ça va se démocratiser ou pas. Mais voilà, du coup, après, je me demande des fois sur des profils beaucoup plus jeunes que moi, est-ce qu'il ne faudrait pas aller carrément sur des plateformes un peu plus vidéo ou pas, mais sur TikTok. J'essaye de ne pas arriver sur TikTok, mais voilà. Non, ok, intéressant. J'utilise beaucoup Twitter pour ma veille techno. Il y a quand même beaucoup de gens qu'on va recroiser ici, qu'on croise à un event, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, surtout Twitter. J'essaie de communiquer un peu là-dessus. LinkedIn, un peu moins, c'est plus formaté pro, dire ok, on est là, il y a une conférence, etc. Sur des petits tips, des petits trucs un peu officieux, on va utiliser Twitter. Après, si je reprends sur la partie comment diffuser l'information, j'étais à Devox France l'an dernier, et en fait, sur des meet and greet, on dit mais attends, il faut du contenu français parce qu'il n'y en a pas tellement, et on est quand même une belle communauté en France, et du coup j'ai lancé mon blog technique là-dessus, et on est plusieurs à faire des articles de blog, et ça aide aussi à diffuser l'information. Alors ça a deux valeurs, deux vertus si je peux remettre. D'une part, ça fait connaître le produit, et puis quand on se pose de mon côté consultant, en fait, ça montre aussi qu'on sait de quoi on parle, quoi. Donc après, quand on va chez des clients, etc., on dit écoute, tu veux mettre ça en place, regarde, ça fait 6 mois que je t'ai sorti un article qui explique comment c'est fait. Donc voilà, il y a une légitimité aussi à ça. Enfin, voilà, il ne faut pas aussi oublier le côté business derrière. Je viens rebondir sur le côté contenu en français. Parce qu'en fait, on est dans un écosystème où il y a beaucoup de contenu en anglais et on a tendance à vouloir aller vers l'anglais. Il y a même des personnes qui se posent la question de est-ce que je vais créer mon contenu en anglais ou en français? Et en fait, je trouve que et en plus là, c'est bien parce qu'on est au Kubernetes Communities Day. Kubernetes, c'est une techno qui est complexe. Apprendre une techno complexe dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, c'est une complexité supplémentaire. Et donc moi, j'encourage tous les locuteurs francophones à faire du contenu francophone pour justement diffuser ça en francophonie, parce qu'on est une langue qui est assez diffusée. Moi, je le vois dans les stades de podcast et tout. Je suis écouté un peu de partout dans le monde, et pas que en France, pas que en Europe. Donc, et on a tendance à oublier, il y a aussi le continent africain, il parle beaucoup français, et il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de consommer du contenu en français, et donc de nous trouver grâce à du contenu en français. Justement, sur les problématiques de contenu, alors j'ai discuté avec des personnes parfois qui étaient un peu réfractaires
à publier du contenu car elles avaient déjà eu des mauvaises expériences de personnes qui ont un peu pompé le contenu pour le reprendre à leur sauce. Et tu peux un peu être perdu sur les licences. Moi, je sais que j'ai du mal à savoir typiquement vers quelle licence aller pour protéger mon contenu. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là Eh ben, allez sur le site Creative Commons. Vous allez sur le site Creative Commons. Et Creative Commons, le site, il est assez bien fait pour pouvoir justement dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fonction de ce qu'on veut, eh ben, il nous propose la meilleure licence. Typiquement, moi j'ai choisi la licence CC by SA. Ça veut dire que les gens ils peuvent reprendre mon contenu, ils peuvent le diffuser, ils peuvent le modifier, mais ils sont obligés de dire que ça vient de chez moi. D'accord. Donc ça veut dire que ils le reprennent, ils le pompent s'ils veulent, mais par contre, ce sera marqué dessus que ça vient de chez moi. Ok. Et alors j'avoue que je regarde le temps, il nous reste 10 minutes, mais ça va, on est encore dans les temps. Au niveau de vos constats, pardon, quel blocage vous avez pu avoir dans vos entourages au niveau de qu'est-ce qui bloque en fait les gens à contribuer à des projets? J'y vais. Ouais, allez. J'ai 3 idées en tête. Une, avant la partie GitHub, justement, c'est que c'était compliqué de discuter parce que c'était par des mailings, etc. Et j'avais commencé à faire du packaging Debian. Et après, tu as des mentors qui t'expliquent, etc. Ben, ça suffit que tu trouves un mentor qui ne soit pas très, très open. Ça peut, enfin, voilà, si d'entrée, tu as quelqu'un qui n'est pas très accueillant, déjà, il faut régler les problèmes techniques. Et en plus, si tu as des problèmes humains en face, voilà, ça ne donne pas envie de continuer plus loin. Un truc où il faut faire attention aussi, c'est quand on contribue sur GitHub, tu dois voir ça, les licences agréments de dire, il faut que tu as un petit papier à signer pour dire attention, je suis contributeur de ce projet et savoir qu'est-ce qui est fait de ma contribution. Est-ce que c'est reversé à la boîte qui fait le soft? À ce moment-là, tout ce que tu as fait, c'est au nom de la boîte, ou est-ce qu'il y a du partage d'infos? Donc à faire attention à ça. Je crois que j'avais dit 3, mais je crois que c'est les 2 en fait qui me viennent en tête. J'ai pas de 3e. C'est pas grave. Moi, je me suis perdu dans mes... Après, moi, je dis que quand on est utilisateur et qu'on contribue à la librairie, c'est 2 mondes différents. Donc du coup, il y a pour contribuer dans le code lui-même, il y a une petite marche d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Je sais que la première issue que j'avais pris moi-même, toute seule, c'est un défaut qu'on a tous dans l'open source. Elle est mal décrite et donc quand on la lit, on se dit ouais, elle est topée good first issue, mais elle a l'air très compliquée. Du coup, en fait, je l'avais pris et j'avais pas mis j'ai envie de travailler dessus vu que j'allais contribuer toute seule. Et en fait, rapidement, elle était très facile. Au bout de 2 heures, je l'avais résolue. Mais au tout début, quand j'ai lu l'issue, il y avait des exemples dans le code, des liens. Donc, je pense qu'en fait, alors si je me mets côté mainteneur, on n'a pas assez de contributeurs, même si Red Hat met beaucoup d'argent dans le projet sur lequel je suis et d'autres sociétés. Mais on n'a pas le temps de contribuer à toutes les issues. Et des fois, on n'a même pas le temps de se poser pour se dire, ceux-là, on va les mettre good first issue. Après, je pense que c'est quand on met good first issue, il faut vraiment qu'on essaye de simplifier les choses si je me remets dans le passé. Parce qu'en fait, elle est facile pour n'importe qui est sur le projet. C'est facile en une ligne, on comprend ce qu'on veut faire dans l'issue. Mais c'est pas facile pour la personne qui est en recherche sur GitHub de la good first issue parce qu'elle arrive, c'est pas assez clair. Donc je pense que ça, c'est une des choses à prendre en considération peut-être dans le futur quand on met les good first issue. C'est que les personnes qui arrivent, en fait, il lui faut un peu plus de contexte. Moi, je le vois aussi, je vais sur d'autres projets qui ne sont pas les miens et je me dis, j'ai 10% de mon temps où je peux contribuer à un autre truc et du coup,
je vois les good first issues et ça ne me parle pas. Et c'est exactement le problème que j'ai eu au tout début sur mon propre projet. Donc ça, c'est un truc que je pourrais essayer d'y remédier dans le futur. Typiquement, les issues chez Red Hat, est-ce qu'il y a des gens qui relisent Alors, du coup, moi, sur mon projet, il y a une décorrélation entre Apache et Red Hat. Oui. Et donc, les Jira qui sont sur Red Hat, il va y avoir des personnes de Red Hat qui vont les contribuer dans Apache Source Foundation. Maintenant, comme je suis core mainteneur et PMC membre du projet sur Apache Camel, en fait, j'ai un scope plus large que ce que Red Hat supporte. Donc, du coup, il y a plein de issues que j'ai. Donc, il y a une centaine d'issues. On va se dire que sur certaines issues, ce n'est pas prioritaire, mais du coup, on va mettre Help Wanted ou bien Good First Issue. Mais à un moment où on va le mettre, on ne va pas se poser pour dire forcément est-ce que c'est vraiment clair pour une good first issue, par exemple. Ça sera un axe d'amélioration du coup. Voilà, ça, ce sont des améliorations. Après, moi, ma boîte, elle me paye pour mon côté communautaire et Red Hat. Mais Red Hat ne supporte pas tous les composants qu'il y a dans Apache Camel. Mais nous, quand on est désigné comme membre du PMC, en fait, on est dans le management du projet dans l'Apache Source Foundation et en tant qu'individu et pas une boîte derrière. Voilà. Après ça, c'est le contexte de mon projet parce que chez Red Hat, il y a des projets open source qui sont purement Red Hat et donc les issues sont sur le Jira Red Hat. Moi, je suis dans un projet en fait qui n'a pas été créé par Red Hat, mais dans lequel Red Hat va contribuer, comme beaucoup d'autres projets comme Kubernetes ou Knative. Voilà, il y a beaucoup de projets Apache Kafka sur lesquels ne sont pas il n'y a pas de Jira Red Hat. C'est un projet communautaire avec plein de sociétés, plein d'individus qui contribuent. Voilà. Si je peux compléter sur la partie difficulté, moi j'en vois plusieurs. Il y a déjà la première difficulté, c'est de trouver le projet open source auquel on veut participer. Donc ça veut dire s'intéresser à plein de projets et puis voir celui-là je l'utilise beaucoup ou celui-là j'ai envie d'y participer. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on contribue. Est-ce qu'il y a un guide de contribution qui est fourni par les mainteneurs? Est-ce qu'il est facile à intégrer? Et surtout, le dernier point que moi je vois, c'est notre environnement de développement. En fait, quand on veut participer à un projet libre ou open source, il faut à un moment donné qu'on installe les librairies, les dépendances, etc. Et est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que je peux avoir un environnement de développement dans le cloud qui se fait de plus en plus? Et je pense que si l'open source veut vraiment encore aller plus loin, il va falloir fournir des environnements de développement dans le cloud et facile à pouvoir lancer. Parce que si on est contributeur de 1, 2, 3 projets à côté de son boulot, on n'a pas le temps en fait, d'installer tous les environnements sur sa machine et d'aller chercher pourquoi ça ne marche pas. Okay. Je rajouterais un autre petit truc par rapport à la diversité et les problématiques qu'on a pu entendre sur certains projets de mainteneurs qui ne parlent pas bien aux contributeurs, etc. Il y a certaines choses que j'avais aussi lues sur Internet récemment, parce qu'il y a des guides en fait de soit comment ouvrir son projet en open source, créer ce qu'il faut faire quand on crée un nouveau projet open source, et aussi pour le guide du contributeur, comment trouver son projet, notamment en fait voir si le projet a un code of conduct, comme ça pour être rassuré qu'on ne nous parle pas mal. Donc effectivement, quand on est dans des grandes fondations, on a des codes of conduct. Maintenant, si c'est une société ou un individu qui a rendu son projet open source mais qui n'est pas encore dans une fondation, voir s'il y a un code of conduct, voir comment se comportent les mainteneurs quand il y a des nouveaux contributeurs, voir est-ce qu'il y a pas mal de nouveaux contributeurs autres que l'équipe dans le projet, est-ce qu'ils sont remerciés par exemple pour leur contribution, etc. pour savoir si c'est une safe place en fait de contribution. Parce que l'open source c'est open, tout le monde peut venir, mais en fait il faudrait voir. Alors du coup les fondations comme CNCF, Apache, etc.,
ils sont très clairs et stricts sur ces règles-là. On sait à quoi s'attendre en termes de licence et si son code en fait va être complètement libre ou bien va bénéficier à une société X. Et puis aussi sur les codes of conduct, etc. Donc, du coup, et aussi en tant que créateur, essayer de voir un peu, il y a plein de petites sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre son projet safe, pour démarrer le code of conduct, etc. Et aujourd'hui sur GitHub, il est facile de voir rapidement sur GitHub, avoir le guide du contributeur et le code of conduct assez visible sur la partie droite normalement des projets. Voilà. Je rajoutais un dernier point, ça m'est revenu. En effet, quand tu es contributeur, tu as le code of conduct, une fois que tu veux soumettre tes informations, des fois ça peut prendre du temps parce que ça te demande une certaine rigueur. En effet, tu ne dis pas, bah, tiens, il y a un bug, je le fixe, ou il y a un truc. Ça te demande quand même de la rigueur, être sûr que ton code, ça ne casse pas d'autres trucs à côté. Donc des fois, le process de réintégration de ton code ou n'importe quoi sur le projet peut des fois être long. Donc il faut être un peu patient. Et si on fait les choses proprement et dans les règles justement du fameux code of conduct, ça passe. Peut-être pour conclure, si vous avez un dernier conseil à donner aux gens qui nous regardent, que ce soit des maintainers ou des personnes qui n'osent pas se lancer, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Commencez à gauche, ça. Eh ben, allez voir en fait les projets, discutez avec les gens qui sont dans les projets s'ils sont accessibles et renseignez-vous en fait. Allez lire, justement. Alors, je vais finir. Je crois que c'est ce dont tu parlais. Il y a GitHub qui fournit un site qui s'appelle Open Source. Alors, tapez Open Source GitHub et je pense que vous tombez dessus. Il y a plein d'infos justement sur comment contribuer ou comment maintenir. Et si vous pouvez faire un petit stage, alors pas légalement comme en France, mais il y a les Google Summer of Code, il y a beaucoup de projets qui contribuent. C'est avoir un petit projet sur quelques semaines avec des mentors qui ont un sujet pour ramener des nouvelles personnes en contribution. Chez l'Apache Source Foundation, certains projets, il y a Outreachy qui cible plus la diversité. Donc voilà. Après, ça demande du temps. Donc c'est vrai que c'est de l'investissement pour accompagner des personnes. Il faut avoir un projet un peu long, etc. Mais voilà, surtout Google Summer of Code, il y a vraiment beaucoup de projets pour peut-être les étudiants ou les personnes qui ont du temps pour avoir un vrai mentor. Sinon, voilà, voir les guides de contribution, les Good First Issue. Je pense qu'on peut déjà sur GitHub chercher par technologie Good First Issue. Maintenant, moi, je trouve ça plus facile de contribuer à un projet sur lequel on travaille parce qu'on connaît un petit peu comment le tester, ou bien contribuer à un projet qu'on voudrait apprendre. Ça peut être aussi une marche à suivre. Donc, voilà. Et surtout, en tant que maintaineur, je dirais la plus grosse contribution, c'est de nous ouvrir des issues, venir nous parler des bugs, ne pas rester dans son coin. Parce que aussi pour nous, pour l'améliorer, on veut savoir en fait ce que pensent nos utilisateurs et donc du coup, ne serait-ce juste de nous venir décrire le bug. Et je sais que des fois c'est compliqué, mais c'est hyper important de décrire, de sortir le code de sa code base private de son projet pour nous montrer l'exemple et qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'on puisse savoir qu'en fait il y a vraiment un bug et qu'il y a à améliorer. Voilà. Alors, côté contributeur, contribuer, n'hésitez pas. On ne va pas vous manger, rien du tout. Ok, il y a des mainteneurs, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et alors, n'hésitez pas à contribuer. Sur les projets, oui, contribuer sur les projets sur lesquels vous travaillez, ou que vous utilisez, parce que tous les jours vous utilisez des logiciels open source. Sur la taille du projet, c'est vrai que en général c'est plus facile quand il y a le projet un peu plus petit, on va dire. Peut-être, encore, ça dépend.
Mais voilà, franchement, n'hésitez pas à créer une issue, c'est facile. On parlait du syndrome de l'imposteur, il n'y a pas à avoir, même si des fois les trucs, moi j'ai fait des demandes, bon, on m'a refusé, je dis c'est pas grave, ça m'a pas gêné, tant que ça, n'hésitez pas, voilà. Allez-y. Ça marche, parfaite phrase de conclusion. Merci beaucoup pour tous vos retours, c'était vraiment trop cool. J'ai appris plein de trucs, en tout cas, voilà. Et merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt.